reçu une pétition ce matin de mes collaborateurs qui demandent un peu de congé et je leur ai dit niet parce qu'ils sont trop aimés, trop adorés par la clientèle qui aime la pétillance de Frédéric, la sagesse de Daniel, l'éclectisme d'Emmanuel et puis la connaissance musicale de Christian Boutin. Jingle actualité. Votre pétition est morte maintenant. Alors, on va ouvrir le feu avec Frédéric qui va nous expliquer comment il faut ouvrir le champ des possibles en matière d'emploi. De façon sophistiquée, il dit des choses très simples, hein, qu'il faut faire mon œuvre pour travailler là, quoi. C'est ça, vas-y. Oui, nous rebondissons sur le propos relatif à la cohésion sociale et l'emploi en Martinique d'Emmanuel Febvre, qui est un haut fonctionnaire de l'État, qui est actuellement sous-préfet et secrétaire général adjoint de la préfecture de la Martinique. C'est un ancien officier de gendarmerie. Il est issu de l'INET, qui est l'Institut national des études territoriales, et une, issu aussi de l'école des officiers de la gendarmerie. Il était auparavant DGS, directeur général des services de la en Haute-Savoie en 2020, notamment à Morzine, Avoriaz, puis en préfecture, sous-préfet de Haute-Loire, de Brioude. Il a été donc nommé en Martinique en mai 2025 et son propos, c'est la mise en œuvre de la réforme France Travail. Voilà. C'est une réforme qui, France Travail, vous le savez, remplace Pôle emploi depuis janvier 2025 et est présentée comme un outil d'accompagnement renforcé puisque cette réforme veut mobiliser un guichet unique pour l'ensemble des demandeurs d'emploi et également l'ensemble des problématiques. Et son objectif, c'est territorialiser tous les dispositifs d'insertion de l'Hexagone en Martinique, valoriser l'expérience professionnelle des seniors, avoir une orientation plus stratégique des jeunes vers les secteurs en tension. Alors, il énumère le bâtiment, le numérique, l'économie verte, les services à la personne, il a oublié l'hôtellerie-restauration, le déploiement d'expérimentations dans plusieurs bassins d'emploi martiniquais et enfin, une mobilisation souhaitée de l'ensemble des parties prenantes, État, CTM, collectivités locales et citoyens. C'est un beau plan d'action et je pense qu'il faut des bonnes volontés pour pouvoir participer au territoire, mais je voudrais juste prévenir Monsieur Febvre de certains sujets étant également issu depuis plusieurs années de l'éducation, de la formation et ayant pu collaborer avec France Travail à plusieurs reprises. Déjà, il faut parler au niveau de l'emploi et des difficultés de l'insertion, euh, déjà de notre dynamique économique. J'ai les dernières statistiques INSEE au premier trimestre 2025 avec une activité économique qui se contracte en Martinique. On est aujourd'hui à un taux de chômage par rapport à l'Hexagone de 7,4 %. On a un taux de chômage de 12,8 % au sens du BIT, c'est considérable. Nous avons une fréquentation touristique qui diminue avec un premier trimestre qui a chuté de 9,2 % par rapport au premier trimestre de l'année précédente. Et sans vouloir entrer dans les mauvaises nouvelles trop en détail, la baisse est tirée par le secteur de la construction, le BTP justement, de moins de 7 %. Alors là, je parle en volume, en diminution du volume d'heures travaillées, hein. C'est comme ça que l'INSEE raisonne, avec un secteur privé qui a perdu 400 emplois, un secteur de commerce à moins 1,7 %, d'hébergement-restauration à moins 2,1 % et de transport et d'entreposage qui a, lui, légèrement augmenté de plus 1,1 %. Donc déjà, dans ce contexte, difficile de parler d'emploi et d'employabilité quand finalement les entreprises proposent moins d'offres. Deuxième sujet, le manque de transport public qui freine la mobilité à l'emploi. Quand on parle avec des employeurs, la plus grande difficulté, notamment les recrues en termes de volumétrie, ce sont des opérationnels. Les opérationnels avec les niveaux de rémunération, les niveaux de salaire ne peuvent pas nécessairement financer une voiture et encore moins des frais d'essence. Donc le manque de transport public est un véritable frein à l'employabilité sur l'île. Il y a également, ce qu'on appelle la précarité intergénérationnelle. On sait que l'école, comme elle le peut, est un égalisateur, de niveau et d'éducation. Néanmoins, la précarité intergénérationnelle existe encore par un manque de financement dans l'éducation, de finances publiques. Il y a, également chez nous, la culture du job et le rapport au travail. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est que comme il y a de la précarité, on parle souvent de cette zone franche sociale, de la précarité d'embauche, eh bien, il faut compléter
nécessairement la profession principale, très souvent au noir, ce qui ensuite conduit à de petites retraites. Et puis un autre sujet qui n'est pas extrêmement développé, mais que j'aimerais souligner aussi, et dont j'ai pu échanger avec certaines institutions, c'est l'accroissement, et pas uniquement en Martinique, hein, dans toute la France, c'est de la maladie mentale. C'est-à-dire qu'il y a cette question du guichet unique qui globalise un petit peu tous les demandeurs d'emploi, mais il y a des personnes qui sont tout simplement inadaptées, non pas nécessairement à cause de manque d'éducation ou de compétences intellectuelles, mais parce qu'elles ne sont pas forcément dirigées suite à leur souffrance psychique, pardon, à leur souffrance psychologique vers les bons intermédiaires. J'ai pu moi-même le constater. Et c'est pour ça qu'elles ne sont pas adaptées au monde du travail qui leur paraît extrêmement difficile et auquel elles ne s'adaptent pas nécessairement. Donc voilà, je voulais pouvoir détailler à Monsieur Emmanuel Fèvre que sa bonne volonté, nous la rejoignons tous autour de cette table, mais voilà un petit peu les freins dans notre belle île de la Martinique. Ça veut dire que si on ne tient pas compte de tout ce que tu dis et qu'on n'y apporte pas des solutions actives, euh, rôle des politiques, on reste sur le sentiment, sur les clichés négatifs. Ah ouais, c'est pas le travail qu'ils cherchent, c'est le salaire qu'ils cherchent. Absolument. Ils ne travaillent plus, ils sont fainéants. Exact. Alors, sans absoudre naturellement les carences et les difficultés individuelles et personnelles, Bien sûr, elles il existent. faut intégrer donc cet aspect des choses. Oui. Question, un sujet qui est tout aussi important, c'est la montée des eaux. Nous allons nous baser sur une tribune de Grabin, de l'association Puma, Mais pour une Martinique déjà, les images sont extrêmement éloquentes. Oui. significatives. Il y a un certain nombre de conséquences, puisque dans cet article, il parle de 10 000 maisons qui sont sur le littoral de la Martinique qui sont concernées. À la fois des maisons de particuliers, mais des maisons de collectivités également, et puis des entreprises aussi qui sont concernées. Donc voilà. On peut ajouter que depuis 1950, on peut dire que la température a augmenté de 1 degré Celsius. Mais pour les années futures, jusqu'à 2050, ce sera peut-être 2,5%, 2,5 degrés Celsius en plus. Donc le réchauffement, il est bien réel. Une conséquence, c'est Tout à fait, une conséquence, bien évidemment, du réchauffement climatique et de la montée des eaux, bien sûr. Alors, ça va se traduire aussi par des sécheresses extrêmes, par des risques accrus de glissement de terrain. On a déjà effectivement des manifestations. Et cette montée des eaux peut être critique pour la Martinique. Alors, selon, par exemple, le GIEX, c'est-à-dire le groupe d'experts sur l'évolution du climat, le niveau de la mer pourrait s'élever de 30 à 80 cm en 2100. Ouais. On voit, encore une fois, on se réfère à l'image qu'on voit sur les écrans. Ouais. Aujourd'hui, la montée des eaux est mesurable à 3 mm par année. Les conséquences, c'est que 60% de la population mondiale, aujourd'hui, martiniquaise, vit autour des côtes, ouais, à moins de 5 km des côtes. Donc, ils seront tout affectés. Des risques d'érosion, des risques de salinisation des sols. Plus la mer progresse, plus les sols sont impactés par le sel. Ouais. Voilà. Donc, c'est la menace de la biodiversité, la menace des mangroves, des barrières de corail fragilisées. On le voit, moi j'habite le Robert et là où on est, il y avait une barrière de corail qui était extraordinaire et elle n'existe pratiquement plus. Vous voyez ? Des risques pour les zones touristiques situées au niveau de la mer. Politique touristique, ambition touristique, bien évidemment, nous devons prendre ça en considération pour construire un futur maîtrisable. Et perte potentielle de logement, d'infrastructures, des déplacements de population. Voilà, et alors, bien évidemment, les cyclones puissants aussi. On a déjà la réalité. Chaque année, on est un petit peu perturbé par la puissance des cyclones. On a vu comment, les dernières décennies, les vents se sont renforcés et les conséquences sont désastreuses. Alors, bien évidemment, on peut souhaiter des réponses. Quelles réponses, quelles solutions possibles? Alors, un plan de prévention des risques littoraux. Alors, c'est de la phrase, mais je veux dire, ça a du contenu aussi. Il faut un véritable plan de prévention. La reforestation des mangroves. Il faut réactiver les mangroves. L'aménagement du territoire. Voilà. Et puis, on peut penser qu'il y ait un certain nombre d'atténuations de ces phénomènes négatifs par les dispositions qui seront prises pour la transition énergétique, les énergies fossiles, tout ça, on en a parlé, la réduction locale des transports, tous les gaz, et la sensibilisation de la population pour que nous adoptions des comportements qui prennent en considération
ces bouleversements qui vont nous impacter si on ne fait rien. Voilà. Quand même, a pointé un aspect particulier de la question, c'est que la réglementation, la législation sur l'indemnisation des conséquences de la montée des eaux, elle ne joue que cas de catastrophe naturelle. Et que dans ce qui est le développement actuel des choses en Martinique, c'est une montée des eaux, une érosion. Il n'y a pas de réparation prévue par les textes pour ça. Donc chacun prend son mal en patience et puis se débrouille avec son malheur. Voilà. Et ça, il faudra qu'on y pense parce que ça devient effectivement à long terme, par ce phénomène d'usure et puis que cette prégnance du temps et du travail de la nature, il y a des conséquences très graves. La commune du Prêcheur, par exemple, où le trait de côte a été modifié, ce qui fait qu'il faudra sérieusement, messieurs les parlementaires, vous y coller. Et la population aussi. Bonne chance. Crise sécuritaire en Guadeloupe. Pourquoi la Guadeloupe? C'est parce que les élus se sont emparés du problème à bras le corps et c'est Emmanuel qui va t'expliquer comment ils font. Mais ça vaut pour la Martinique aussi. Oui, la différence c'est que là, les élus de Guadeloupe nous donnent un peu une leçon de lucidité et d'unité. Parce qu'ils se sont emparés d'un sujet central qu'ils ont priorisé par rapport à tous les autres et ils alertent l'État de manière très bien organisée et très forte. Donc il y a cette... moi, je salue vraiment cette démarche qui est extrêmement bien construite. Et puisque là, il s'agit de tous les parlementaires, les maires réunis, qui, de manière confondue, tout en se confondus, signent à l'unanimité un appel solennel pour l'organisation d'un sommet territorial pour la sécurité intérieure sous l'égide des ministères de l'Outre-mer et de l'Intérieur. Donc c'est quand même une démarche très forte et bien organisée dans la demande. Alors, moi, ce que je retiens dans l'analyse de ce thème, d'abord, c'est que les élus guadeloupéens, à l'unanimité, font un constat assez lucide de la situation sécuritaire de la Guadeloupe. On connaît les chiffres. J'ai noté qu'il y a déjà, depuis le début de l'année, 28 homicides réalisés, dont 17 par arme à feu. Il y a un vrai sujet de violence. On est dans des scores ramenés au nombre d'habitants qui sont très supérieurs à ce qui se pratique dans l'Hexagone, par exemple. Et on est un peu encore supérieur à ce qui se pratique en Martinique, qui est déjà un seuil d'alerte important. Et donc, avec toutes les conséquences de violence, puisqu'il y a les incivilités, bien évidemment, mais la violence qui touche les corps est accentuée par des trafics qui sont en explosion, le narcotrafic, on en a beaucoup parlé, mais également le trafic d'armes et la mobilisation des populations mineures dans ces actes de violence, ce qui fait que les élus parlent de point de bascule, parlent même d'effondrement. Enfin, ils utilisent des mots très forts pour caractériser ce qui se passe aujourd'hui sur leur territoire. L'appel lui-même, il est clair et coordonné. Il demande à ce que ce Conseil de sécurité remplisse 3 objectifs précis. 1, établir un état des lieux rigoureux de la situation sécuritaire. 2, identifier les failles des dispositifs actuels, donc une approche très critique. Et 3, construire une stratégie collective, cohérente et de long terme, en réunissant tout le monde, les élus, les magistrats, les policiers, les services de l'État, les citoyens, les associations, donc une démarche collective. Voilà, donc c'est vraiment un appel fort. Et quand je lis et quand j'entends tout ce que disent ces élus de Guadeloupe, je me dis ce serait peut-être bien que cette lucidité politique devrait peut-être inspirer nos élus de Martinique et que cela devrait peut-être méditer ce discours et cette approche. J'abonde dans ton sens en donnant un éclairage particulier. C'est qu'en Guadeloupe, ils sont à 28 homicides, alors qu'ici, on est à une quinzaine. Alors, ce n'est pas la peine d'attendre qu'il y en ait 10 de plus pour faire ce consensus et avoir cette action collective. Oui, puis je voulais juste compléter parce que pour bien être... je me souviens qu'en Guadeloupe, quand il y a eu les fameuses émeutes en Martinique, il y avait une volonté que le mouvement rejoigne la Guadeloupe et je n'ai pas très bien compris pourquoi à ce moment-là,
il y a eu cette fin de non-recevoir Bien sûr. très unitaire des Guadeloupéens qui n'ont pas voulu que le mouvement vienne percuter la Guadeloupe parce que sans doute ils voyaient des risques de dérive sécuritaire et que déjà ils avaient mis la priorité ailleurs. Donc voilà, moi je trouve que la lucidité guadeloupéenne est quand même assez remarquable en la matière. Une étude du GAO, qui remonte quand même à 2022, indique qu'environ 73% des armes à feu saisies dans les Caraïbes viennent des États-Unis. Merci, M. Trump. Je plaisante. Hein. Dans les saisies qui ont lieu, c'est en dernier en Martinique, et d'ailleurs le préfet l'a souligné. Ces armes transitent vers des pays, des îles voisines, Dominique, Sainte-Lucie, Curaçao, avant d'être redistribuées vers la Guadeloupe. Et là, ce n'est pas difficile de les arrêter. Quand ils arrivent dans des yolds, on en saisit de temps en temps, mais enfin, on pourrait toutes les arrêter. Ça serait pas, compte tenu des conséquences très graves sur la vie, sur la sécurité, on pourrait quand même les arrêter aux pêcheurs, aux carburants ailleurs la nuit. Il suffit de mettre quelques personnes là et puis de les mettre là constamment et puis fréquemment. Des cargaisons dissimulées, des armes démontées, ça j'ai essayé de voir comment ils font. Ça c'est plus délicat, ils les envoient par pièces détachées mélangées à d'autres pièces. Donc ça s'appelle les ghost guns, envoyés parfois par colis postaux. Donc vous avez une pièce de moteur avec une autre pièce d'armes. Le Brésil est spécialiste des armes. La marque principale, c'est les armes Taurus. Donc, si vous voyez un petit neveu, un petit cousin qui a une arme Taurus, vous savez qu'elle vient du Brésil, vous dites, écoutez, moi ça, j'amène ça au procureur de la République. Et une minorité des armes proviennent de détournements locaux ou d'achats légaux dissimulés. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que la plupart des armes viennent de l'extérieur. Le système interne arrive bien avec les permis, avec les ventes réglementaires. Alors, les armes, c'est des Glock, comme dans Netflix, quoi. Majoritairement en provenance, comme je vous l'ai dit, des USA et aussi d'Europe. Le Glock vient de là. Les fusils d'assaut AR-15, ceux avec lesquels les garnements ou des méchants monsieur descendent des gens dans les rues des États-Unis. AR-15, fusils d'assaut, typiquement américains. Et puis un peu plus d'une centaine, sur les milliers d'armes que l'on devine qui existent dans ce trafic immonde, sont saisies chaque année. Daniel, tu vas nous parler maintenant d'une chose aussi catastrophique. Nous allons parler d'une question de société. La prostitution des mineurs. Oui, on fait un jingle société, pourquoi pas. Oui. Des milliers de fillettes, des milliers de jeunes garçonnets sont victimes. Moi, ça me donne le frisson. Je te laisse... Oui, c'est une réalité dont on parle peu et pas suffisamment. Oui. Et c'est un phénomène qui touche tant l'Hexagone que nos territoires. Et ce phénomène donc, qui touche les mineurs, et tu as raison de dire filles et garçons, ce phénomène s'est accéléré avec l'emprise des réseaux sociaux et d'Internet. Parce que ce phénomène a toujours existé et il ne faut pas se voiler les yeux. Ce sont les méthodes qui ont changé et je dirais que ça s'est accéléré et les prédateurs et les délinquants ont la capacité de se réunir via Internet, via des sites de rencontres. Parce que à l'heure actuelle, avant, quelquefois, on allait se poster à la sortie des écoles. Tu parlais des problèmes de transport, des jeunes qui allaient à pied. Donc, on leur dit, eh ben, voilà, je peux t'emmener, etc. Maintenant, avec les réseaux sociaux, il y a toute une technique qui est bien approfondie pour pouvoir attirer ces jeunes. Au départ, on ne leur propose absolument pas de rencontres sexuelles, mais on utilise ce qui est en vogue chez les jeunes, c'est-à-dire les photos, parce qu'on sait comment sur Internet est valorisé le corps. On dit on va faire des séances photos. Et le problème, on parlait de consommation à une autre émission, la marchandisation du corps. C'est un phénomène qui est vraiment en expansion considérable. Et au départ, donc, on va proposer à ces jeunes de faire une séance photo, de participer à un clip, rien a priori de dangereux. Et elles vont se laisser tenter. Et une fois qu'elles sont arrivées dans les lieux, alors que sont les lieux ? C'est des chambres d'hôtel, mais de plus en plus des locations Airbnb
ou autres plateformes. Je retire Airbnb, disons les plateformes de location saisonnière, il y en a plusieurs, ou bien les locations de gré à gré, même si ce n'est pas dans des plateformes. On serait étonné, et c'est les dossiers à l'heure actuelle, je parle de la Martinique là maintenant, il y a des dossiers, dernièrement, l'année dernière, il y a un dossier un réseau de prostitution qui a été dévoilé, les gens ont été arrêtés, et c'était dans des maisons qui avaient été louées. Alors, l'attention a été attirée, il y a un rapport du CESEM qui date de 2024, il y a une association en Martinique qui s'appelle le NI, qui est dédiée à la protection des femmes prostituées ou des mineurs, qui accorde beaucoup d'attention aux mineurs. Et dans le rapport, elle signale comment en 2016, il y a eu un réseau avec 80 femmes, dont plusieurs mineurs. En 2018, il y avait 40 femmes avec des mineurs. Et la difficulté pour arriver à progresser dans la lutte contre ces infractions, c'est qu'il n'y a pas assez de moyens au niveau de la police et de la justice. Parce que pour arriver à identifier les prédateurs, il faut avoir des moyens qui sont sophistiqués sur pouvoir répertorier sur Internet. C'est comme pour les réseaux pédophiles. Il faut des personnes qui sont là en train de traquer en permanence. Et donc, la réalité, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de monde. Et même quand les dossiers, là, ça prend du temps, ce qui fait que quelquefois les jeunes ne portent pas plainte parce que elles ont honte ou bien que leur famille a honte. Et donc, ça ne facilite pas l'enquête, et pour le parquet, ça ne facilite pas non plus les poursuites. Donc là, il y a vraiment une prise en compte, une prise de conscience, à mon avis, qui devrait se manifester au niveau de la population, des familles d'abord, pour vérifier, être attentif aux différences de comportement des mineurs lorsqu'ils se renferment, ou alors autrement, s'ils sont plus exubérants, qu'ils changent de tenue, alors que ce n'est pas vous qui les avez achetés, qu'ils amènent des objets à la maison, et que c'est pas. Et donc il y a une série de points qui doivent attirer l'attention. Renforcer l'appui aux associations. Malheureusement, on se rend compte que financièrement, les subventions diminuent, alors qu'elles constituent un maillon essentiel pour la protection, pour la cohésion sociale. Et donc, c'est donner plus de moyens à la justice et à la police. Mais c'est un phénomène, si on y prend garde, parce qu'il est à bas bruit, mais il risque d'avoir des répercussions. Tu parlais de santé mentale tout à l'heure, notamment sur la santé mentale des jeunes. Et donc, pour ceux qui constituent l'avenir de notre société. Donc, il faut être très attentif et très vigilant. Frédéric, je te confie le soin de procéder à ma défense. Je te laisse présenter le sujet et puis d'assumer ma défense. Allez, vas-y, je te passe la parole. Vais-je être l'avocate d'un avocat? Absolument. C'est très difficile, mais c'est possible. Nous faisons tremplin sur le commentaire de Michel Branchy, du Parti communiste martiniquais, qui... Mais néanmoins mon ami. Mais notre ami. Oui, d'accord. Notre ami. Okay, vas-y. Je le cite dans le texte. « Il ne vient pas à l'idée de ces pourfendeurs de l'autonomie », donc Michel Branchy rebondit sur le propos entre Eddy et toi lors d'une dernière émission concernant l'autonomie, que les transferts publics pourraient être utilisés dans une autre logique, alimenter un autre type de croissance et construire progressivement moins de dépendance, un mode de développement endogène. Or, la crise de la vie chère a démontré récemment que pour la résoudre, il faut changer de modèle économique et social, ce qui implique de pouvoir détenir les leviers du développement et donc un changement de statut. L'impasse est aujourd'hui que nous la vivons. La voie tracée en 1971 par la Convention du Morne Rouge nous paraît toujours actuelle, en l'adaptant au temps présent, bien sûr, entre engagement, rigueur et lucidité. Je rappelle que la Convention du Morne Rouge était ce grand plaidoyer pour l'autonomie pendant 3 jours des organisations socialistes, progressistes, communistes de la Guyane, de la Réunion et de la Martinique. Bon, il réagit à tes convictions autonomistes que tu relativisais par un modèle économique et social fondé. Donc, je
voudrais dire que Gérard Darling Carter fait partie de cette génération intellectuelle marquée par les luttes post-coloniales. Il adhère, Gérard, dès les années 70, à l'idée d'une émancipation statutaire, notamment dans le sillage de la Convention du Morne Rouge, qui posait les bases d'un projet d'autonomie martiniquaise assumé, à savoir sa référence à l'article 74, l'autonomie renforcée dans la Constitution française, qui s'inscrit dans une logique de prise en main des affaires locales avec un transfert de compétences hors du champ régalien. L'article 74, tu me permets de l'expliciter, Oui. il est important. Il permet à un territoire d'outre-mer d'accéder à une autonomie large avec des compétences propres dans plusieurs domaines, fiscalité, économie, sociale, développement. Il implique la sortie du droit commun de l'article 73 et il permet l'adaptation ou la création de lois locales selon les spécificités du territoire. Et il permet enfin de gagner en pouvoir de décision pour mieux répondre aux besoins locaux, tout en assurant une plus grande responsabilité budgétaire. Je pense que Gérard Darling Carter n'a jamais été un tiédiseur du mouvement, que le positionnement qu'il a dans le camp autonomiste est clair, assumé et structuré. Et Gérard Darling Carter pense toujours que c'est une condition nécessaire à la dignité martiniquaise, je le cite dans le texte. Néanmoins, il insiste sur un point qui est devenu tout à fait central dans sa réflexion, c'est l'absence de plan économique réaliste, une pensée plus exigeante et ce n'est pas un seul changement de statut qui va nous permettre de résoudre les crises qui sont la vie chère, qui sont la pauvreté, qui sont la précarité, qui sont la dégradation des services publics. Donc finalement, les trois piliers de ta pensée, c'est une vision économique claire, tant en financement de fiscalité qu'en développement endogène, une méthode démocratique solide de consultation et de consensus, et enfin, une capacité de gestion publique renforcée, capable d'assumer les responsabilités sans effondrement social. Et si tu me permets ma petite touche et mon petit commentaire personnel, je suis respectueuse des convictions autonomistes de l'époque, avec pour objectif la base d'une victoire sur le colonialisme. Mais je pense qu'aujourd'hui, la base de notre victoire, c'est de pouvoir prouver que nous sommes autonomes dans notre gestion de l'eau, dans notre gestion des transports publics, dans notre gestion et que l'on puisse délivrer, que l'on puisse avoir des résultats concrets. Ça fait des années qu'on en parle sur la continuité territoriale. Et puis, pourquoi pas, je me permets de rêver un peu dans l'ingénierie touristique, dans une industrie caribéenne véritablement fondée, basée et réaliste. Voilà. Je n'ai absolument rien à rajouter. Emmanuel, veux-tu nous parler de la petite histoire du dollar, clé de voûte de l'Empire américain? Oui, alors le dollar, ce fameux billet vert, qui est bien plus qu'une monnaie, qui est une arme silencieuse, puisque c'est le dollar qui drive le monde, bien au-delà de sa fonction purement économique. Alors, la petite histoire du dollar, elle commence en 1792, Ouais. au moment où les États-Unis deviennent indépendants. Donc là, les premiers États commencent à émettre ce petit billet de manière très désordonnée, jusqu'au jour où il a fallu, et ça c'était après la guerre de sécession, il a fallu normaliser tout ça et créer, que l'État reprenne en main ces dollars qui étaient un peu éparpillés en créant le fameux Greensback. Et puis en 1913, avec la création de la Réserve fédérale qui installe la première vraie stabilité de cette monnaie. Ouais. Et puis ensuite, alors je vais rapidement dans les étapes, 1944, les accords de Bretton Woods, le dollar devient la monnaie de référence mondiale et elle est adossée sur l'or. Il y a eu ce cheminement qui a duré plusieurs décennies, jusqu'à ce qu'on sépare cet adossement, et ça c'est Nixon qui l'a fait en 71, pour que le dollar prenne son autonomie. Elle n'est plus adossée à l'or, mais elle est adossée simplement, on va dire, à la grande confiance que le monde fait en la capacité du dollar de générer sa propre valeur. Et là, on est rentré dans un peu comme le principe du web, où ce dollar est devenu phénomène mondial qui repose sur ces interactions d'une économie qui touche à peu près tous les pays de la planète, si bien qu'aujourd'hui, 80% des échanges de la planète sont faits en dollars. Donc ça montre la puissance de cette monnaie. Alors, les transactions, que ce soit le pétrole, le gaz, le blé, les métaux, toutes les grandes matières premières sont cotées en dollars.
les grandes banques mondiales des États hors américains stockent du dollar pour pouvoir faire face à leurs obligations. Donc ça, c'est ce phénomène qui renforce encore le dollar. Et aujourd'hui, la puissance du dollar est telle que les États-Unis, et là on rentre dans la dimension arme silencieuse, les États-Unis peuvent sanctionner n'importe quel pays du monde en fermant juste les vannes du dollar. Voilà, donc en coupant l'accès au dollar, c'est une arme géopolitique redoutable qui reste parfaitement légale du point de vue américain. Et donc on voit bien cette puissance de cette monnaie. Et on pourrait se poser la question, comment ça se fait que d'autres pays dans le monde n'aient pas réussi à rivaliser sur le plan monétaire avec le dollar? Après tout, les Américains ne sont pas seuls au monde. Vous avez la Chine, qui a une économie importante avec une monnaie qui s'appelle le yuan, mais qui reste pourtant marginale à l'échelle planétaire. Vous avez l'euro qui a sa petite notoriété et son petit effet positif, mais qui reste cantonné quand même à une partie du territoire mondial qui est limitée. Bref, le dollar, pour l'instant, n'a pas de rival. Même les bitcoins. Alors, les bitcoins, c'est peut-être quelque chose, c'est une menace qui est là dans le coin, mais qui est encore très loin de menacer le dollar. Pourquoi? Parce que le dollar, aujourd'hui, repose sur 3 piliers, si je vais résumer. Un État puissant et relativement stable, depuis de longues décennies. Donc le dollar, c'est en quelque sorte, c'est le résultat d'une capitalisation de stabilité dans le temps. Et quand on regarde bien, peu d'États peuvent dire j'ai 200 ans de stabilité politique et 200 ans de croissance économique. Et donc le dollar résulte de ça, de cette permanence-là. C'est une économie qui est immense et qui est attractive. Et puis enfin, troisième pilier, c'est le pilier d'un marché financier ultra liquide et totalement ouvert au monde. Voilà. Alors, quand on regarde maintenant le discours trumpien qui consiste à se refermer un peu avec une approche très monétaire, puisqu'il instaure des menaces de taxes, pour les différents pays. Peut-être que, paradoxalement, ce serait cet ultralibéral qui risque de fragiliser sa propre monnaie. Et bon, ça, c'est un autre débat. Je dirais presque que c'est un vœu pieux. Voilà. Jingle culture. Alors, voilà une personne qui, je sais que ça t'agace que je dis ça, mais je veux le dire quand même, une personne qui est très belle, qui est très intelligente, qui est très fine, qui est en plus une scientifique. Je vais parler de Gaël. Gaël Octavia, bien sûr. Gaël Octavia. Tu la crois, quoi? Mais bien sûr. Bien sûr. Et j'avais tout de suite reconnu qu'il s'agissait de Gaël Octavia. Je pensais qu'il parlait de Daniel Marceline. C'est évident. Alors Gaël Octavia, effectivement, c'est une Martiniquaise. Et on en parle beaucoup parce qu'elle a, en 2025, obtenu le Goncourt de la Nouvelle. Et dès qu'on dit Goncourt, ça parle à tout le monde. Hein. Oui. Ça, c'est, on sait. Alors, on sait plus quand il s'agit de romans. La nouvelle, c'est un genre qui n'est pas répandu et qui n'a pas la notoriété du roman. En général, et j'ai eu l'occasion de le dire déjà à plusieurs reprises, la nouvelle, c'est un genre plutôt anglo-saxon. Parce que depuis très longtemps, les anglo-saxons, que ce soit les Anglais, les Caribéens ou les Américains, ils sont très réputés pour leur production de nouvelles. Alors, il y a aussi les Sud-Américains. Il y a des auteurs célèbres qui ont fait des nouvelles, mais ce n'était pas le cas pour les Français et pour les Antillais. Et Gaël Octavia, donc, je dirais qu'elle fait une tournée elle est en Martinique et on l'a vue, on l'a entendue, elle a été un peu partout à la rencontre de publics différents et c'est quelqu'un d'absolument bienveillant, ouvert, très simple et avec qui on peut échanger très facilement. Mais si on parle de Gaël Octavia maintenant parce qu'elle a eu le Goncourt de la Nouvelle, c'est une autrice qui écrit depuis longtemps.
Elle a commencé par des pièces de théâtre, avant même d'écrire d'écrire des romans. Elle a déjà écrit 2 romans et qui ont été primés d'ailleurs, Et elle écrit. Alors elle explique que ça fait très très longtemps qu'elle écrit des nouvelles, mais qu'elle ne les publiait pas, et que c'est par un concours de circonstances qu'elle a été amenée, à la demande de son éditeur, qui est Gallimard, de proposer 16 nouvelles. Et comme elle en a plusieurs, ça n'a pas été difficile, à part une dernière qu'elle a faite, mais les autres, qu'elle les avait déjà. Et donc, alors, 16 nouvelles, c'est comme si ce sont 16 histoires différentes. Ce ne sont pas, il n'y a pas de lien entre elles. Et l'intérêt de la nouvelle, moi je trouve, qui est extraordinaire, c'est qu'elle contient en condensé une histoire qui part de quelque chose d'absolument anodin, mais qui en même temps vous fait entrer soit dans un univers personnel, soit dans un univers qui relie à une histoire. L'histoire, elle peut être familiale, l'histoire, elle peut être celle d'un pays, l'histoire, elle peut être celle d'une famille, celle d'une ville. Donc c'est ça, cette capacité de la nouvelle, c'est en très peu de lignes de faire un condensé d'une histoire. Et elle y réussit vraiment magnifiquement. Et alors, tu disais que c'était une scientifique, et effectivement, et d'ailleurs, le titre de cet ouvrage, dont on voit l'étrangeté de Mathilde T., ça part, elle dit que c'est la seule nouvelle qui est la plus autobiographique. Elle part simplement l'étrangeté, c'est qu'elle quitte la Martinique après le baccalauréat, elle est en prépa scientifique. Alors elle dit, dans cette prépa scientifique à Paris, il n'y a que 10 femmes, et je suis la seule noire. Bien. Et donc l'étrangeté, c'est déjà ça. Et elle part de ce simple constat pour en faire une nouvelle, mais qui décrit donc bien un phénomène particulier. Donc moi j'invite pendant les vacances, profiter, rentrer dans l'univers de Gaël Octavia et profiter pour lire ces autres productions, si vous ne l'avez pas encore fait. Il faut saluer le fait qu'elle puisse, son côté éclectique, puisqu'elle fait nouvelles, théâtre et romans. Oui. Je ne sais pas si chaque fois on va trouver de nouveaux littérateurs, de nouveaux écrivains. Mais... Nous avons des territoires, des pays qui sont d'une richesse de créativité extraordinaire, et donc il n'y a pas de problème. Gilles Alexandre, le libraire, je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, me disait que nous avons ici un coefficient le plus élevé au monde des personnes qui écrivent. Il y a des personnes qui écrivent pour écrire et qui ne publient pas leurs textes. Donc je les incite effectivement, surtout qu'on peut publier à frais d'auteur très facilement, à continuer à abonder, à penser l'intelligence humaine par les écrits. Parce que ça reste un livre. Ce que nous faisons malheureusement s'en va. Elle sera au salon? Je ne sais pas. Oui. D'ailleurs, je vous fais le reproche à tous créoles d'avoir pas invité pour un salon littéraire. Donc vous êtes impardonnable. Jingle, musique. Christian. Mais... Pas grave. Pas grave. Bon, alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de la variété antillaise. Et vous savez que la variété, on l'a déjà dit ici, c'est un profond propagateur de la langue créole. Puisque les communautés qui sont partout dans le monde, les communautés sont attachées à la musique, entre autres. Donc, et j'ai choisi de vous parler de 5 artistes: Albéric Louison, Jean-Michel Linérolle, Patrick Rémil, Jean-Marie Ragal et Jean-Luc Alger, avec Edith Lefebvre. On va voir. Bien, alors, on va commencer par Albéric Louison. Alors, je l'ai connu, bien évidemment, dans mon métier à la SACEM. Il est originaire du François, un homme d'une grande bonté, d'une grande sensibilité. Il a aujourd'hui 40 ans de carrière musicale. Il a fait plusieurs albums dans les années 80. Des textes centrés sur l'amour, sur la poésie, sur la nostalgie, sur la poésie créole. Je vous invite à voir une soirée à Paris, dans un qui s'appelle le Débarcadère, et vous regardez l'adhésion de la population, enfin des gens, à sa chanson.
Voilà, bon, j'espère qu'on a compris, mais c'est vrai que c'est toujours très, très, très fort de voir comment cette communauté antillaise qui est là exprime son identité à travers ces regroupements. Le deuxième artiste dont je vais vous parler, c'est Michel Lignerolles. Alors lui aussi, dès lors qu'il a publié dans les années 80, il a eu un bon succès. Il a créé un label qui s'appelle Backline. Il a signé plusieurs titres avec Jean-Marc Templet, Patrick André. Et puis, il a été à l'origine de ce qu'on appelle le Kodi Zouk, la chorégraphie du Zouk. Alors, on en a beaucoup parlé, hein, puisque là, il continue. Mais il faut reconnaître qu'il y a des gens qui adhèrent au Kodi Zouk. Et c'est une très bonne chose. Alors, très bien. je vous propose une vidéo qui s'appelle Pour l'éternité, Michel Lignerolles. Il y a des arrangements. Oui, Beltizouk. Ouais. Beltizouk. Et ce sont des œuvres qui alimentent toujours. Hein. Ça fait 30 ans que c'est sorti. Mais vous allez danser ça dans les discothèques, vous allez danser ça partout jusqu'à maintenant. Donc, on voit la longévité des chansons et c'est extraordinaire. Alors, on va continuer avec... Alors, lui, il s'appelle Patrick Rémil. Je ne l'ai pas beaucoup connu, mais il est né au Verpré. Il a vécu dans un environnement religieux. Et puis, il a débuté sa carrière en 1980. Alors, aujourd'hui, il a disparu, il est décédé malheureusement. Mais Patrick Rémil, c'est un gars qui a marqué aussi par sa chanson. Alors, je vais vous faire écouter L'amour raide. C'est une chanson qui a contribué fortement à son succès et à le faire connaître. Parfois, on n'accorde pas forcément beaucoup d'intérêt, puisqu'on a l'impression qu'on les entend tellement, ces chansons-là. Mais si on prête l'attention, on comprend les textes, on comprend les mélodies, on voit la poésie, et puis on voit le swing, le love qu'il y a dedans, puisque le love, c'est ça qui mène la vie. C'est que du love. Tu es d'accord avec moi, Frédéric? Oui. Voilà. Et il a créé d'autres morceaux, il a créé Moins besoin la paix, il a créé Tiens, moins c'est temps, et il a fortement contribué au succès du zouk chez nous, mais aussi dans ce qu'on appelle l'immigration. Voilà. Alors, on va continuer avec ce que j'appelle une bombe. Jean-Marie Ragal. Une voix, des titres, un succès. C'est un crooner. Voilà. Et je vous invite à partager. Je voudrais t'écrire un roman. Alors là aussi, c'est merveilleux. Cette œuvre a obtenu un prix SACEM du succès de l'année en 2007.
Jean-Marie Gagal, qui a une notoriété quand même très forte, hein, enfin, en tout cas une réputation auprès de beaucoup d'amateurs du zouk. Il a composé d'autres titres, Elle m'a dit, Prisca, Copacabana, qui a été un gros succès également. Voilà, donc j'ai choisi de lui faire un petit clin d'œil parce que ce sont eux aussi qui propagent la langue et le swing de nos pays. On va terminer avec, il est moins connu, mais il s'appelle Jean-Luc Alger. Jean-Luc Alger, il a débuté avec la Selecta. Alors, un petit clin d'œil à la commune, enfin pas la commune, mais au Vert-Prix. Parce qu'au Vert-Prix, il y a aussi beaucoup d'artistes, comme Jean-Luc Alger ou d'autres, hein, qui ont aussi Luc Labonne et Thierry Martelly, Jean-Philippe Martelly. Tout ça, ce sont des gens qui sortent du Vert-Prix, une pépinière, absolument. Et donc, je voudrais vous présenter Jean-Luc Alger. Il est originaire du Vert-Prix. Il a joué avec Simon Jurade. Il a joué avec Skacha. Il a joué avec le groupe Laser. Il vit en France depuis pas mal de temps, mais il vient régulièrement au pays. Il a même participé au carnaval avec notre groupe Charivari. Il chantait avec nous. Et là, je vous le présente avec Edith Lefel dans un titre aussi qui a eu un succès assez conséquent et qui est toujours en exergue, quoi, si je puis dire. C'est ça même. Tout ça qui ni maman chantait, yo. Ça qui pas ni pas jamais oublié, yo. Fédéré, yo. Maman c'est pour. Voilà, chers amis, ce que je voulais vous faire partager, hein, pour vous dire que nous aimons la musique bien développée, mais nous aimons aussi, si vous voulez, la douceur de ces mélodies qui enrichissent notre patrimoine, qui donnent effectivement aux Antilles cette existence, puisque aujourd'hui dans le monde, en Afrique, tout ça, tout le monde a dans ses zouks. Il faut bien se comprendre. Hein? Et Eddie disait un jour que la musique anglaise, anglo-saxonne, a été aujourd'hui supplantée par nos rythmes territoriaux. Et il faut bien le comprendre aujourd'hui, parce que je crois que... Voilà. Et tout ça, nous devons aussi à ces artistes-là qui ont bâti une production musicale. Alors ça, c'est les années 80, où on produisait beaucoup de disques. Je fais un petit clin d'œil à Jean-Michel Moriello, la Hibiscus Record, Jojo Debs, Jacquina Heradou, tous ces gens, Henri Debs en Guadeloupe, qui ont produit cette musique qui aujourd'hui alimente le cœur de chacun et nous permettent encore une fois de vivre pleinement notre identité créole. Absolument. Voilà, et puis de propager nos musiques dans le monde. Et je regardais notre petite fille, notre nymphette, mais non, c'est une mère de famille, c'est une grande personne, attention. Je regardais Frédéric qui, comme nous tous d'ailleurs, se dodelinait sur ces rythmes-là, et puis qui en plus connaît les textes de toutes ces chansons-là. Et ça m'a évoqué le souvenir de mes petites nièces, qui sont beaucoup plus jeunes qu'elles. Et qui, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, mettent des playlists avec cette musique-là, en connaissent les paroles, et puis dansent cette musique-là. Et moi, je suis époustouflé parce que nous avons connu aussi le snobisme. Ah ouais, le zouk, c'est une musique folatée. Oui. On a connu cette période un petit peu glauque, où on avait une pensée un petit peu... Et je te dis même que, je me rappelle, je le disais un jour ici, que Simon Jurade était dans la Perfecta, et quand Simon Jurade faisait ses disques un petit peu à côté de la Perfecta, il y a des musiciens qui disaient « Ah non, rien qui zouk ou café ». C'est pour te dire qu'il y avait effectivement ce regard, si vous voulez, d'infériorisation du zouk. Et je crois que les compositeurs et les arrangeurs et les interprètes ont montré que voilà, cette musique a fait ça. De noblesse. Absolument. Je vous remercie tous et toutes. Pardon, toutes et tous, c'est le contraire. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. Très bientôt. Dans la même composition pendant un certain temps. Et je vous souhaite en tous les cas une bonne semaine. Et je tiens compte effectivement de votre vie à chacun pour ne pas trop forcer sur vous. Prenez des bains de mer. Mangez de l'alimentation. Voyagez. Mais soyez là pour les émissions. Ayez une alimentation saine. Pas trop de trempage, pas trop de Mais c'est sain le trempage. C'est vrai, c'est que du pain.
En tous les cas, je réitère mes remerciements à la technique, au staff administratif, et je vous dis à très bientôt. À très bientôt. À très À bientôt.